Merci de nous rejoindre dans la Maison des Formidables avec ce matin quelqu'un qui va nous étonner. C'est un amoureux de l'art et de la science en même temps. D'abord ingénieur du son, il est aujourd'hui photographe et il propose une émission sur YouTube pour nous aider à prendre les meilleures photos possibles. Pour ce début d'année, notre invité, c'est Julien Pruzès. Bonjour Julien. Comment ça va ? Ça va très bien. Merci de nous rejoindre à table. Alors Julien qui va nous parler tout à l'heure de son actualité, Ambre et Eliane, il va nous évoquer une émission à mi-chemin entre C'est pas sorcier et Faites entrer l'accusé. C'est un ovni. C'est vraiment ça. Ouais. Et tout ça pour nous apprendre à faire les meilleures photos possibles. On va découvrir aussi un parcours atypique qui passe à la fois par la science, par l'art, et vous arrivez à réunir les deux dans vos métiers. Ingénieur du son il y a quelques années, aujourd'hui photographe professionnel de publicité. On va découvrir ça dans quelques instants. Mais juste avant, je vous présente Ambre Godet, qui est notre reporter animalière. Comment ça va, Ambre ? Eh ben, ça va super bien. Avec Ambre, on va aller voir le loup. On va aller voir le loup, absolument. Oui. Ouais. Alors, vous l'avez évidemment que je l'ai touché, tout ça. Ah non, on ne touche pas un jamais. Non, jamais. Ok. Eliane Tourté, que je vous présente également, s'est intéressée. Elle s'est dit photographe de mode. Ah oui, si on parlait chiffon, tissu c'est aujourd'hui. ça, pas chiffon. Hein. Moi, je vais parler de tissus provençaux. Et quand on sait le prix que ça coûte. Oui. Voilà, et on verra que la Provence est à la mode depuis des générations et des générations, avec quelque chose qu'on porte au quotidien, le jean, mes amis. Alors, je vous ai fait le teasing. Oh là là, il fallait pas le dire. Dans un instant, non, mais vous allez voir, mais on va avoir l'histoire, avec notre spécialiste du patrimoine tout à l'heure. Julien, photographe aujourd'hui, et je le disais, ingénieur du son il y a quelques années, parce que votre dada, et c'est le dénominateur commun à ces deux métiers, c'est que vous aimez autant la science que les arts. Et vous arrivez à les réunir à chaque fois dans vos métiers. Alors, en tout cas, c'est ma volonté d'essayer de trouver en fait une passion qui rejoint les deux. Ouais. Donc, je ne sais pas d'où c'est venu, mais je m'en suis rendu compte assez tardivement. Et le jour où j'ai compris, j'ai vraiment trouvé ma voie. Et ça me permet de pouvoir aussi aller dans différents domaines, tant que l'art et la science se mêlent entre elles. Ouais, alors, cette passion, elle ne viendrait pas de papa, parce que votre papa, c'était un scientifique pur et dur, c'était même un inventeur. Ouais. Ouais, alors, on va vous voir en photo en famille. C'est lui qui vous a donné un peu le virus de la science. Oui. Qu'est-ce qu'il était, papa ? Papa, il était ingénieur et il travaillait en fait dans les électroaimants, et il a à son nom plusieurs brevets pour faire avancer ce mécanisme qu'on retrouve un peu dans les systèmes de coupe-porte en fait, pour le système incendie, dans les avions, dans les fusées, etc. Ouais. Et moi, le souvenir que j'ai, c'était quand j'étais tout petit, je le voyais toujours, j'allais lui dire bonne nuit, et je le voyais toujours sur son tableau Excel, à faire des calculs. Je ne comprenais pas, mais j'étais fasciné par... Voilà, donc la science, ça vient sans doute de là. Et le virus artistique, lui, il arrive très tôt aussi, à l'âge de 7 ans à peu près. Bah voilà, maman insiste pour me mettre au piano. Alors au départ, j'ai pas envie, quoi. Ouais. Je pense comme tout le monde. Et presque, elle me force à y aller, mais je la remercie maintenant... énormément d'avoir insisté, parce qu'aujourd'hui c'est vraiment je vis beaucoup via la musique. Ouais. Voilà, et la musique fait encore beaucoup partie de votre vie, mais pendant presque 20 ans vous avez été ingénieur du son. Ça a été votre premier métier, et il a travaillé avec des célébrités, hein, monsieur. Il a quelques disques d'or et de platine à son actif. Expliquez-nous ce qu'était votre boulot pendant une vingtaine d'années. Alors moi, j'ai été ingénieur du son, spécialisé en studio. 10 ans, c'est ça. Je ne veux pas vous vieillir. Hein. Ça, c'est vous dans votre studio qui s'appelle le Dinoté Studio à l'époque. Oh là là, mon Dieu. Ouais. Alors, on a des dossiers. Hein. En fait, j'étais ingénieur du son en studio, spécialisé en enregistrement et en mixage. Donc, j'ai commencé stagiaire, assistant, ingénieur dans un studio, puis je suis devenu indépendant. Ouais.
Et j'ai monté à la fin mon propre studio. Voilà. Et on va vous montrer la photo d'un personnage que vous connaissez sans doute, si vous aimez la musique. Disque d'or avec qui Si je vous dis un trompettiste très très connu qui s'appelle Ibrahim Malouf. Voilà. Disque d'or avec lui. Sur son premier album. Ouais. Premier album. Et l'aventure, elle est dingue parce que quand on fait le premier album d'un artiste comme Ibrahim Malouf, jamais on imagine là où ça va pouvoir l'emmener plus tard, quoi. Ouais. Ni moi ni lui. C'est ça qui est incroyable. On était juste passionnés par ce qu'on faisait et une grande partie de ce premier album a commencé dans ma chambre. Ouais. Ah oui. Ouais. On a travaillé dans ma chambre, j'avais installé une petite installation et puis on a fini dans mon studio qui venait de se finir d'être construit. Ouais. Voilà le personnage quand même au parcours très atypique puisqu'aujourd'hui il est photographe. Après 10 ans d'ingénieur du son, où vous travaillez jour et nuit avec ces musiciens, etc., vous avez un rythme effréné. C'est à cause de ça, j'allais dire, que vous avez eu envie de changer de vie. Qu'est-ce qui se passe au bout de 10 ans ? Bon, déjà, histoire folle. J'ai pas à me plaindre. Enfin, c'était 10 ans incroyables. On a vécu des choses dingues. On a beaucoup voyagé. Enfin, oui, parce que vous alliez aussi dans des studios à New York, par exemple. Ouais, toute l'étape de mastering, pour ceux qui connaissent, c'est la dernière étape en fait du son. Tout ça, on le faisait ensuite à New York. Donc, des choses extraordinaires, mais qui matchent très bien quand on est jeune, on n'est pas engagé, on n'a pas d'enfants. Voilà. Alors, plutôt jazz, du coup, comme sensibilité avec... non, j'aimais la musique. Touche à tout. Ouais, j'aimais la musique. Ouais. Donc j'ai travaillé dans le hip-hop, dans la pop, dans le jazz, la musique cubaine. Donc non, j'aimais vraiment la musique. Mais le problème, c'est que... C'était une vie à 200 à l'heure. 200 à l'heure, et puis on ne savait plus quand était le jour et quand était la nuit. Donc j'ai... Est-ce vraiment un problème? Jusqu'à un certain âge, non, voilà, visiblement. Non, c'est-à-dire qu'en fait, on pouvait plus rien programmer, plus rien prévoir, sortir, partir en vacances. En fait, j'étais plus maître vraiment de ma vie. Alors, en même temps, je ne peux pas me plaindre parce qu'on a vécu des choses extraordinaires, c'est le prix à payer. Mais à un moment donné, je me suis dit, est-ce qu'à 60 ans, je me voyais toujours encore faire ça? Je me suis dit peut-être non. Et dans ce cas-là, je me suis dit, est-ce que je change de carrière à 40 ans, à 50 ans ou plutôt à 30 ans? Et je me suis dit, peut-être à 30 ans, j'avais encore un tout petit peu d'énergie. Et donc, j'ai décidé. Puis voilà, je pars sur une belle note et je pensais que c'était le bon moment. Voilà, puisque le dernier album que vous avez produit, en tout cas, c'était celui mixé, celui d'Ibrahim Malouf. C'est pendant une année sabbatique que vous prenez juste après avoir vendu votre studio que vous allez commencer à vous faire l'idée que vous allez à nouveau marier les arts et les sciences. Alors déjà, la photo. Alors déjà, je fais une année, mais vraiment sabbatique. C'est-à-dire que je ne fais rien. J'ai éteint mon cerveau. J'ai vraiment rien fait. Vraiment, le terme sabbatique, je l'ai vécu pendant une année. Et c'est après cette année-là où je me suis intéressé à plein de choses, sans savoir exactement. Ouais, vous allez voir des expos de photos, des expos de tableaux. De tout. Je m'intéresse à tout, même au cinéma, aux séries, à la bande dessinée, vraiment à tout. Et c'est là où je me rends compte qu'en fait, parce qu'à ce moment-là, je ne comprends pas encore exactement sur de quoi je suis passionné. En fait, je comprends que je suis passionné... Quand j'étais ingénieur du son, j'étais passionné en fait, du fait qu'il y ait l'art de la musique et la science du son. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça en fait, qui me plaît. C'est quand les deux... et c'est pour ça que je me voyais plus en tant qu'ingénieur du son en studio que plutôt en concert. Ou voilà. Parce que là, en fait, en studio, on prend le temps d'essayer vraiment d'aller le plus loin possible. Et donc, en photographie, ça allait de soi, c'était de la photographie de studio. Voilà, donc il fallait aller là aussi le plus loin possible. Alors d'ailleurs, on va regarder tout de suite un exemple. On parlait d'expos photos et d'expos de peinture aussi qui vous ont inspiré pendant votre année sabbatique. Quand on regarde cette image, on a l'impression que vous avez photographié un tableau. Et pourtant, ce n'est pas un tableau. Alors on va nous envoyer cette image. Ce sont de vrais objets qui sont là. C'est une publicité pour des bougies parfumées. Hein, c'est ça, puisque vous êtes photographe de pub. Ça. On dirait un tableau, mais tous les objets sont réels. C'est vrai, et là, rien n'est dessiné. Non, tout est réel, tout est dans mon studio, tout a été fabriqué. C'est une maquette qui est d'une taille de à peu près 1 mètre sur 1 mètre. Et tous les éléments, ça a été coupé dans du MDF. Ouais.
C'est quoi du MDF? C'est du bois, Oui. c'est du bois Compressé reconstitué, ça. Et en fait, on comprend vite que c'est pas forcément l'élément, c'est la lumière qui fait l'effet, soit pictural, ou c'est la lumière et ensuite le traitement de l'image en post-production qui va... Parce qu'on est d'accord, c'est une bougie parfumée, donc c'est vraiment un contenant en verre qu'on voit au milieu de l'image. J'ai eu la chance qu'on m'offre beaucoup de bougies à la fin de cette campagne. J'en ai encore partout dans la maison. Alors, on va regarder une autre photo, là aussi, pour comprendre vraiment jusqu'où vous allez dans le détail. Vous dites, le merveilleux se cache dans les détails. Et là, c'est une photo pour, d'après les couleurs, vous allez peut-être reconnaître une grande marque de fast-food qui a fait appel à vous. Comment vous êtes travaillé là, sur cette photo, par exemple? Là, en fait, c'est pour McDo. Et, là encore, c'est réel, il n'y a pas d'effet autre que sur l'instant. Tout est réel et c'est un souvenir incroyable d'avoir eu ce plaisir de lancer de la poudre colorée sur des personnes. Ça veut dire qu'est-ce que c'est, voilà. C'est la poudre qui est utilisée dans les... c'est la poudre des Color On. C'est la même poudre, celle qu'on retrouve dans les festivals indiens. Oui, j'allais dire en Inde, c'est ça. J'essaie de ne pas faire de faute d'orthographe. mais c'est vraiment simple. La seule chose, en fait, c'est que, par exemple, dans cette image-là, beaucoup de monde m'ont dit « mais c'est impossible, ça doit être composé ». Parce que quand on lance quelque chose, les yeux se ferment automatiquement par réflexe. Et on avait juste trouvé que si on avait mis ça dans des petits verres, des petits gobelets, et alors on avait répété 3 fois de suite le lancer, parce que rien que le mouvement de poignet était important. Et juste le fait de se décaler de quelques degrés derrière le champ de vision faisait qu'en fait, on ne voyait pas, on avait l'impression que c'était ici, mais comme c'était juste là, l'œil ne voyait pas arriver et ne fermait pas les yeux. Et c'est là qu'on comprend la connexion science et art, parce que du coup, le résultat... Voilà, c'est juste le fait d'essayer plein de choses, d'être curieux, de voir évidemment que si je le lance devant, les yeux vont se fermer. Donc, est-ce qu'il y a un autre moyen de faire? Et c'est à force de chercher, d'être curieux qu'on arrive à trouver. Voilà, c'est un chercheur, mais en photo, dans un labo photo et dans un studio photo. Qu'est-ce qui fait la différence? Pourquoi des grandes marques font appel à vous aujourd'hui? C'est quoi votre marque de fabrique? Alors déjà, je me pose toujours la question. J'ai cru comprendre que c'était le minimalisme, déjà, que vous êtes souvent sur des choses, j'allais dire, très simples presque. Alors j'aime bien un shooting avec un maquillage un peu sophistiqué. Oui. J'aime bien, expliquer que, en fait, je prends beaucoup de plaisir à essayer de faire des choses simples mais merveilleuses. J'essaye. Et je donne toujours l'exemple de la pizza. C'est-à-dire qu'en fait, quand on va essayer une pizza dans une nouvelle pizzeria, on ne commande qu'une seule pizza, la margherita, obligatoirement. C'est la plus simple. Parce que si celle-ci étant la plus simple est merveilleuse, tout le reste sera merveilleux, en fait. Et donc, j'ai toujours eu ce rapport au fait que, parfois, même quand on va dans un restaurant italien, je parle beaucoup de... cuisine italienne. Il est très fier de ses origines abruzzaises. C'est les Abruzzes, ça. C'est ça, exactement. Mais c'est pareil, en fait, je prends beaucoup de plaisir à aller dans un très grand restaurant italien et à commander juste des pâtes à la sauce tomate. Voilà. Alors que normalement, on aimerait pouvoir prendre un truc très sophistiqué, mais parfois, en fait, si c'est bien fait, ça peut être un plat luxueux. On va regarder une dernière photo et ensuite on va aller découvrir les belles images de Ambre, de pleine nature. Regardez cette photo, c'est un grand designer français que vous allez reconnaître, c'est Philippe Starck. Quand on est derrière l'appareil photo et qu'on a Philippe Starck, le designer, en face, il ne faut pas se louper. Dans quelles conditions et pour quelles raisons vous avez fait cette photo et pourquoi cette forme ? Alors, on est sur une collaboration avec Maison Berger et Philippe Starck pour le redesign de la lampe Berger. Et un grand honneur d'avoir été appelé à travailler sur ce projet. Et la seule chose, c'est qu'on nous dit, en gros, Philippe Starck a son planning de la journée divisé en cases de 15 minutes. OK. Et je n'ai que 15 minutes pour faire cette image-là. Alors j'ai dit, je ne sais pas si je vais y arriver, mais prenons. Par contre, donnez-moi au moins 1h30 de préparation en amont. Il me dit oui, mais c'est 15 minutes sans déplacement. Donc, c'est dans ses bureaux. Donc, du coup, on est venu
dans ses bureaux, dans son bureau, installé un studio. Et je crois qu'il atterrissait quelques heures avant d'un voyage, je ne sais pas où. Et il arrive en taxi, on a 15 minutes et on a fait 10 images en 12 minutes. Voilà, 10 images. 12 minutes et c'est dans la boîte, mais il y a un gros travail évidemment de préparation juste avant. Tout est dans la pré-production. Il a fallu faire ce cadre qui représente une lampe, hein, c'est ça? Alors l'idée c'est qu'on a découpé en fait la lampe, parce qu'on avait photographié la lampe en amont. Donc on a vectorisé la lampe, on a fait un découpage dans un carton de cette forme et on a shooté au travers de cette forme. Et à un certain alignement, il se passe en fait une illusion d'optique qui fait que l'arrière-plan passe devant. Ouais. Et donc, il n'y a pas de trucage. Ce que l'on voit là, c'est ce que vous aviez dans l'objectif. C'est exactement ça, d'où la forme bizarre de Stark, mais qui a été vraiment façonnée par ce cadre que vous avez réalisé en amont. Restez avec nous, on va parler de l'émission entre C'est pas sorcier et Faites entrer l'accusé dans un instant. Mais juste avant, on part en forêt avec vous, Ambre, puisque aujourd'hui, on va parler d'un animal qui fascine autant qu'il fait polémique. Oui, absolument. C'est le loup. C'est le loup, exactement. Changement de décor total par rapport à notre sujet précédent, puisque là, on part en effet en pleine nature. Alors, on va voir des photos de loup. Ça ne sera pas des photos aussi esthétiques que celles de Julien. Le loup est un beau mannequin. Mais à lui tout seul, voilà, exactement. Alors, c'est vrai qu'il a une mauvaise réputation, le loup, depuis toujours. Hein, le petit chaperon rouge, c'est celui qui a les grandes dents, c'est celui qui fait peur. Et des conséquences de tout ça, c'est celui qui est menacé aujourd'hui. 6 des 9 populations de loups présentes dans l'Union européenne sont vulnérables, voire menacées aujourd'hui. Le loup, c'est un animal fascinant, déjà parce que dans son fonctionnement hiérarchique, vous savez qu'il y a le loup, le mâle alpha, qui dirige le reste de la meute, il fonctionne en meute, les louveteaux sont élevés par tous les loups de la tribu de la meute. Vous savez, ces espèces de traces, on dit souvent que les loups marchent dans les traces les uns des autres. Oui, c'est vrai. Pourquoi alors oui, parce qu'ils se suivent un peu à la file indienne. Oui, alors pourquoi bonne question. Comme ça, on pense qu'il n'y en a qu'un seul. Alors, on pense qu'il n'y en a qu'un seul, donc ça serait peut-être une ruse du loup. Et c'est aussi pour économiser de l'énergie, tout simplement parce quand on marche dans les traces les uns des autres, comme nous, quand on marche dans la neige, c'est plus facile de marcher dans les traces de celui qui est passé devant nous. Ils font la même chose. Voilà. Donc il y a beaucoup d'intelligence du milieu chez le loup, et c'est aussi pour ça qu'il fascine. Il fait peur, évidemment. Le loup, aujourd'hui, il fait polémique parce qu'on s'inquiète pour nos moutons, pour les bergers. Le loup, sa nourriture préférée n'est pas le mouton au départ. Sa nourriture préférée, c'est le chamois, c'est les bouquetins, ça peut être les biches, les cerfs, c'est des mammifères plus costauds que le mouton. Mais quand il n'y a pas de nourriture, on s'attaque à ce qui est le plus près, en l'occurrence au mouton. C'est pas sa nourriture favorite, tout simplement parce qu'il a peur de l'homme. Le loup a toujours peur de l'homme. Donc il essaye, s'il peut, d'éviter ça. Le loup, il faut savoir aussi qu'il y a eu une expérience qui a été menée aux États-Unis dans un parc national où le loup avait disparu. Et là, à partir du moment où il a disparu, en fait, de plus en plus d'ongulés se sont mis à être de plus en plus nombreux, donc à manger la végétation. Donc plus de végétation, donc plus d'insectes. Donc plus d'insectes, donc plus d'oiseaux. Donc plus d'oiseaux, donc plus de pollinisation, donc plus de végétation. Donc le loup est un régulateur. Le loup est un régulateur, c'est comme ça qu'il a été réintroduit pour pouvoir réguler en fait dans ce parc naturel, et depuis son retour, tout est revenu. Donc voilà, donc le loup fait polémique pour plein de sujets, mais il est aussi nécessaire, et c'est un peu, moi mon message toujours, c'est de dire que chaque espèce compte, donc il faut trouver comment tous vivre en harmonie, c'est pas toujours évident, mais c'est justement pour ça que je vous parlais d'un petit programme, parce que la question que vous allez me poser, c'est évidemment... Où peut-on voir le loup ? Où peut-on voir le loup ? Où va-t-on voir le loup ? Je ne savais pas comment formuler la question. C'est peut-être trivial. C'est pas toujours évident de voir le loup, parce qu'en effet, il est très discret, il se cache, et c'est pas simple de le voir. Mais il existe des programmes où on peut, en tout cas, aller l'entendre. Et un programme en plus qui rend service, ça s'appelle Pastorat Loup. Alors, Pastorat Loup, pendant plusieurs semaines, vous allez partir dormir auprès d'un troupeau de brebis et participer à la surveillance pour ne pas que le troupeau se fasse attaquer. Alors d'abord, il faut faire un stage de 15 jours, donc il faut vraiment s'impliquer à fond dans le truc. On n'y fait pas, on va pas ça un week-end en vacances avec les enfants.
prend, non, vraiment, on Faut s'implique. prendre une année sabbatique comme Julien. On prend l'année sabbatique comme Julien. Donc c'est 15 jours, c'est pas non plus une année, mais on vous forme et ensuite on vous envoie dans des missions de surveillance dans les Alpes du Sud. Alors il faut être en bonne condition physique, parce qu'on bivouaque pendant 15 jours, on est en pleine montagne et là on a toutes les chances d'entendre le loup, de le voir au plus près et en même temps on a ce rôle de surveillance des troupeaux. Si vous voulez participer, www.ferus.fr, FERUS.fr pour retrouver toutes les infos sur cette mission. Vous pouvez, tout le monde peut participer, être volontaire pour Pastoral Loup. Merci beaucoup. Et vous avez une question finale, posez-la nous vite fait. C'est une colle pour Oui, c'est Julien, une colle. tiens. Pourquoi dit-on à la queue le? L'expression. C'est pour moi. L'expression. Oui, pourquoi? Je ne sais pas. Ça vient du loup? Une idée, ça vient du loup, bravo, Ouais. perspicace. À la queue le, ça veut dire à la queue du loup, un loup, parce que souvent quand ils se déplacent justement en meute les uns derrière les autres, l'expression vient de là, à la queue du loup, un loup. Alors, si du loup, un loup. Si je peux ajouter une chose, ce que je trouve super intéressant, c'est pour ça que je suis amoureux des sciences, c'est que ce serait complètement contre-intuitif de penser que le loup serve à une régulation. Et c'est parce qu'on a fait des études scientifiques du cas qu'on apprend cela, mais intuitivement, on ne penserait jamais que ça aide à réguler. Et chaque espèce compte. Chaque espèce compte dans la chaîne alimentaire. On va enchaîner avec le patrimoine qui rejoint parfois la mode, puisqu'on a un photographe sur le plateau. On s'est dit qu'on allait explorer des tissus provençaux et on terminera avec quelque chose sur le blue jean qu'ignore peut-être notre invité. Alors on va voir des images que je tiens d'une association qui s'appelle Trésor Patrimoine Étoffe à Marseille. On les verra après. Ils ont fait une très belle expo il y a quelques années à Marseille et il y aura à nouveau une exposition au printemps. Et ces tissus qu'on va voir, on les appelle des indiennes. Ok. Alors, ces indiennes, elles sont fabriquées où? Alors, indienne, alors ça, c'est une marque. Je ne vais pas la répéter. Non, les indiennes, donc elles viennent d'Inde au XVIe siècle. C'est un tout nouveau tissu, très léger, qui va avoir tout de suite une grande popularité parce que c'est magnifique, c'est coloré, c'est fleuri. Je pense qu'on va pouvoir voir des images splendides. Vous parlez de couleurs, c'est naturel ou chimique, les couleurs? Alors, les couleurs sont souvent naturelles et souvent très 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 fragiles justement. Donc il faut se méfier. Et autrefois justement les indiennes, on ne les lavait pas ou le moins possible parce que quand vous avez un jaune par exemple, il peut disparaître carrément au lavage. Donc du coup on les lavait jamais les indiennes? Déjà un jupon piqué, vous imaginez quand il est mouillé, il doit faire 10 ou 15 kilos, je ne sais pas. Donc quand il était sale, on continuait à le porter. On essayait de ne pas trop le salir. Voilà. Sortez que pour le dimanche. On ne le salissait pas ou le moins possible. Eliane, autre tissu provençal, et c'est là qu'on va épater notre invité, c'est la toile de Nîmes. Expliquez-nous l'origine. C'est ce que j'ai sur moi. Ouais, c'est du jean. En fait. Donc ça, c'est du sergé de Nîmes. Ouais. C'est une toile qui a été inventée à partir de soie et de laine, produite dans les Cévennes, donc au XVIIe siècle. Et on en a fait un tissu grossier, solide, qui servait vraiment pour faire des habits du quotidien pour tout le monde. Et cette toile de Nîmes, on n'a gardé que la fin, on a gardé de Nîmes. Et ça a fait le denim, qui donne aujourd'hui les jeans qu'on pense venir des États-Unis. C'est ça. Et en fait, le jean n'a pas du tout été créé. Ils viennent tout simplement de Nîmes, dans le Gard. Exactement. Voilà. Donc, on repartira avec ça pour briller au dîner ce soir. Merci. Et je conseille, Eric, vraiment ce livre, si certains peuvent être intéressés. Il est splendide. Les images de tissus que vous avez à l'intérieur sont de toute beauté. Je le feuillette rapidement. C'est à la fois du piqué et de l'indienne. Et c'est l'association Trésor Patrimoine Étoffe à Marseille. Merci beaucoup, Eliane. On a 2 minutes 30 pour évoquer cet ovni télévisuel. C'est votre actualité. On va voir le générique, quelques images de l'émission. D'où est venue cette idée qui est en plus filmée dans les studios de la Victorine, chez nous à Nice? C'est ça. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Comment la décrire? C'est une série où j'essaye de partager en fait ma passion et mes recherches sur comment essayer d'apprivoiser l'art par une approche entre guillemets scientifique et de comprendre que beaucoup du beau provient du mécanisme de perception de la vision humaine. Voilà. Donc en gros, il y a des maths dans l'image, mais c'est accessible vraiment à monsieur et madame tout le monde. Alors c'est complètement gratuit. L'émission a pour titre...
Étude de l'image. Étude de l'image, ça dit tout. On a bien vu, le décor, c'est un peu faites entrer l'accusé. On voit les diagrammes, ça fait penser un peu à C'est pas sorcier. Exactement. Et on va nous expliquer en quoi, par exemple, les contrastes sont importants dans une image. Alors on a une photo qui va nous le montrer. Est-ce qu'on peut envoyer cette première photo autour des contrastes et vous nous expliquer comment vous arrivez à tromper l'œil, ou plutôt notre cerveau, avec une photo comme celle-ci? En fait, la première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'au départ, on est tous, on pense, encore une fois, de manière intuitive, qu'on est attiré par la lumière. Mais en fait, le regard est attiré par le contraste. Et c'est légèrement différent. Et du coup, ce qui est important dans une image, c'est que le sujet principal doit avoir très souvent le plus fort contraste. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir diriger l'œil, parce que l'œil va lire une image du point le plus contrasté jusqu'au point le moins contrasté. Voilà, et on pourrait montrer encore d'autres photos comme celle-là. Et si vous avez envie vraiment de comprendre ce qui se passe quand vous déclenchez un appareil photo et ce que vous allez pouvoir montrer dans une photo, eh ben, allez-y, c'est sur la chaîne YouTube Ampara. C'est ça. Et ça s'appelle Étude de l'image. Ampara qui a... par notre invité. Voilà, Ampara qui est mon partenaire en fait dans ce projet et qui est une plateforme de formation de photographie en France qui font des trucs extraordinaires. Merci beaucoup. On regarde votre coin de paradis. C'est une jolie photo là aussi avant de se quitter. C'est ici dans la région. C'est où? C'est Saint-Raphaël, ça? Oui. Le sentier des douaniers, c'est là que vous allez vous inspirer. Je trouve ça très beau. Pour faire de très très belles photos. Merci beaucoup. Étude de l'image sur YouTube. Allez-y dès maintenant pour en apprendre un peu plus si on vous a un peu piqué votre curiosité. Merci beaucoup Julien et merci également à Ambre. Salut Eliane. Merci, bientôt. Nous, on se retrouve demain à partir de 10h pour Vous êtes formidable. Et notre formidable du jour, c'était Julien. Merci beaucoup. À bientôt Julien.